Alors, après avoir passé en revue le système sympathique, je vais vous parler dans cette séquence du second système neuroendocrinien mis en jeu dans la réponse au stress, à savoir l'axe corticotrope, qu'on peut abréger HHS, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma. Donc, c'est l'axe qui relie l'hypothalamus, qui relie fonctionnellement l'hypothalamus à l'hypophyse, au cortex surrénalien. Donc cet axe, c'est quoi? Donc c'est au fait c'est des neurones, c'est des neurones qui produisent un facteur endocrine qu'on appelle la CRH, qui se situe dans l'hypothalamus. Ces neurones, sous l'effet de stress, vont s'activer, ils vont produire de la CRH qui sera déversée dans le système vasculaire qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse, qu'on appelle le système porte. La CRH arrivée au niveau de l'hypophyse va stimuler ces cellules cibles qui sont les cellules endocrines qui sécrètent l'hormone ACTH. La CTH libérée dans la circulation générale va agir au niveau de la glande surrénalienne et en particulier voilà, la glande surrénale avec le cortex et la partie médiane, eh bien la CTH va agir au niveau du cortex surrénalien pour produire le cortisol chez l'homme et la corticostérone chez l'animal, le cortisol qui va provoquer des effets physiologiques qui vont adapter l'organisme par rapport au stress. Alors, ce facteur neuroendocrine dont je vous parlais, en fait, il fait partie d'un ensemble de facteurs neuroendocrines. Ces facteurs neuroendocrines qui sont en fait des neuropeptides, tels que la CRH qui intervient dans l'axe corticotrope. Il y a la TRH, vous avez sans doute déjà entendu parler de TRH, de GnRH. Donc, ces facteurs neuroendocrines, en fait, ils sont produits dans l'hypothalamus. Après, ils vont être sécrétés, déversés dans ce système vasculaire que vous voyez ici sous forme de ressort, de serpentin. Et ça va être déversé donc à la base d'hypothalamus dans ce système vasculaire pour être véhiculé vers une partie de l'hypophyse qu'on appelle l'adénohypophyse. Vous savez que l'hypophyse comporte deux parties. Il y a ce qu'on appelle la post-hypophyse, c'est la partie nerveuse ou neurohypophyse, et il y a l'adénohypophyse ou antéhypophyse, c'est la partie qui n'est pas nerveuse, qui est endocrine, c'est-à-dire qui contient des populations cellulaires qui sécrètent des hormones, donc qui contiennent des cellules endocrines. Et ces cellules endocrines, en fait, elles sont régulées par des facteurs neuroendocrines qui sont produits dans l'hypothalamus et qui leur arrivent par le sang. Alors, pourquoi on parle de facteurs neuroendocrines? C'est-à-dire, c'est une hormone, en fait. C'est une hormone qui est sécrétée à partir d'un neurone. Donc, on a parlé tout à l'heure de neurones ACRH qui se situent dans l'hypothalamus. Donc, c'est des neurones qui vont produire et libérer ce facteur hormonal qui vont déverser dans le sang. Donc, puisque c'est produit à partir d'un neurone, on parle de neuro. Et puisque c'est déversé dans le sang, on parle d'endocrine. Donc, un facteur neuroendocrine, c'est une hormone qui est produite par un neurone et qui est déversée par le sang comme le cas des cellules endocrines. Alors, donc les facteurs neuroendocrines qui sont des neuropeptides, sécrétés, déversés après dans le sang porte hypothalamo-adénohypophysaire. Voilà, ce sang porte, vous avez ici le sang artériel, donc le système porte qui relie vasculaire qui relie l'hypothalamus avec l'hypophyse. Et après, bien sûr, ça va engendrer la sécrétion d'hormones hypophysaires qu'on appelle des stimulines par les cellules glandulaires de l'adénohypophyse. Alors, ces facteurs neuroendocrines hypothalamiques qui stimulent les hormones hypophysaires, on les désigne de facteurs hypophysiotropes. Donc, le facteur hypophysiotrope, c'est un facteur neuroendocrine hypothalamique qui va qui va réguler la sécrétion de l'hormone hypophysaire. Donc, facteur hypophysiotrope. Alors, si on regarde de près ces neurones ACRH, donc on a dit qu'ils se situent dans l'hypothalamus,
et pas n'importe où dans l'hypothalamus, dans un noyau précis qu'on appelle le noyau paraventriculaire. Alors vous voyez ici, ça c'est l'ensemble de l'hypothalamus qui est représenté en volume dans son extension antéro-postérieure et dorso-ventrale. On voit que cet hypothalamus dans le cerveau, il comprend plusieurs noyaux. Donc il y a plusieurs groupes neuronaux euh, plus ou moins individualisés sur le plan fonctionnel et qui constituent un noyau particulier et bien sûr dans le nom et en fonction de sa position dans l'ensemble de cet hypothalamus. Alors par exemple, ce qui est antérieur, on va le désigner par noyau antérieur. Ce qui est médian, on va le désigner par médian. Ce qui est postérieur, on va le désigner par noyau postérieur. Euh, et bien sûr, pour ce qui est dorsal, on va le désigner par dorsal, ce qui est en bas, donc ça dorsal c'est postérieur et en bas c'est antérieur. Alors, voyez donc que l'hypothalamus il est constitué de plusieurs noyaux. Alors, il y a un noyau qui nous intéresse pour la réponse au stress, c'est le noyau paraventriculaire qui se situe là, donc qui a en fait une position dorsale dans l'hypothalamus et qui a une position proche de la ligne médiane qu'on l'appelle donc, il a donc une situation dorso-médiane. Alors, si on fait une coupe passant par le noyau paraventriculaire, passant par l'hypothalamus, alors cette coupe transversale, par exemple, ici sur un cerveau de rat, une coupe transversale qui passe par cette partie-là, on va voir ce que vous voyez ici. Donc là, c'est une coupe transversale qui représente ce niveau de coupe. Alors justement, on voit la position précise de ce noyau paraventriculaire. Alors vous avez ici, c'est la région hypothalamique avec le noyau suprachiasmatique ici, le chiasma optique. Tout à fait au fond, vous avez les noyaux supraoptiques et en haut, vous avez le noyau paraventriculaire. Donc, il se situe de part et d'autre de ce creux qui est le troisième ventricule, et il est dorsal, d'accord? Et il est proche de la ligne médiane, donc il a une position dorsale et médiane dans tout l'hypothalamus. Alors donc le stress, il retentit où? Eh bien le stress, il va retentir sur les neurones du noyau paraventriculaire. Donc sous l'effet d'un stress, l'hypothalamus est stimulé au niveau du noyau paraventriculaire, dont les neurones, comme on vient de le décrire, disposent de propriétés neurosécrétoires essentiellement type peptidique, c'est-à-dire les neurones produisent et sécrètent de la CRH. Donc les neurones ici, le noyau paraventriculaire, sont des neurones ACRH qui vont s'activer sous l'effet du stress pour produire de la CRH. Et on a dit donc que ces neurones sont des neurones hypophysiotropes, que le noyau paraventriculaire aussi, que le noyau paraventriculaire abrite, il contient ces neurones ACRH qui sont en fait des neurones hypophysiotropes, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler l'activité des cellules ACTH hypophysaires. Donc, ils contrôlent l'activité hypophysaire. Donc, la vocation hypophysiotrope du noyau paraventriculaire est liée à l'activité de ces neurones dits parvocellulaires. Alors pourquoi parvocellulaire? Parce qu'en fait, si on regarde de près la structure du noyau paraventriculaire, d'ailleurs vous l'avez vu ici, il y a deux couleurs. Tout ça, c'est une espèce de papillon. Le noyau paraventriculaire, c'est une espèce de papillon de part et d'autre du noyau paraventriculaire, avec une partie verte et une partie rouge. Alors au fait, on a pu montrer qu'il y a une différence sur le plan anatomique des neurones qu'abritent cette partie verte et la partie rouge. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a la partie qui est proche du troisième ventricule, c'est ce qu'on appelle le noyau paraventriculaire parvocellulaire. Et il y a à côté, plus latéralement, le noyau paraventriculaire magnocellulaire. Alors, schématiquement, voilà le troisième ventricule, voilà les neurones du noyau paraventriculaire, la partie parvo et la partie magnocellulaire. Alors, la partie, pourquoi elle est dite parvo? Parce qu'elle abrite des petits neurones, des petits corps cellulaires de petite taille, alors que la partie magnocellulaire, elle abrite des neurones de grande taille. Alors, les neurones de petite taille, parvocellulaires, c'est des neurones ACRH, donc ils produisent des corps cellulaires qui produisent la CRH, alors que les neurones de la partie magnocellulaire, c'est des gros neurones qui produisent d'autres facteurs neuroendocrines qui sont la vasopressine et l'ocytocine, dont on parlera plus tard.
Alors donc les neurones à CRH, ce sont les neurones parvocellulaires, donc qui se situent dans la partie parvocellulaire du noyau paraventriculaire. Donc ces noyaux parvocellulaires sont de petite taille et ils sont en position médiane, c'est-à-dire médiane, c'est-à-dire proche de la ligne médiane qui correspond donc au troisième ventricule. Là, ils sont plus latéraux. Le magnon, il est plus latéral. Alors, leurs neurosécrétions sont donc déversées dans le sang. Leurs neurosécrétions sont déversées dans le sang porte hypothalamo-hypophysaire, influençant ainsi la libération d'hormones par les cellules glandulaires du lobe antérieur de l'hypophyse. Donc, les neurones ACRH, c'est des neurones hypophysiotropes, se situent dans la partie parvocellulaire de noyau paraventriculaire. Ces neurones vont sécréter, euh, vont produire leur sécrétion CRH dans le sang, dans le système porte hypothalamo-hypophysaire qui relie l'hypothalamus à l'antéhypophyse, et la CRH parvient à l'hypophyse pour agir sur la sécrétion d'ACTH. Alors la CRH, au fait, c'est un neuropeptide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un neuropeptide de 41 acides aminés qu'on peut qu'on peut appeler également CRF ou corticolibérine. Donc, c'est des synonymes qu'on dise CRH, CRF ou corticolibérine, c'est la même chose. Donc ça, on trouve dans la littérature les trois appellations. Alors la CRH, donc, c'est le principal facteur hypophysiotrope commandant la réponse hypophyso-surrénalienne au stress. Déversé dans le sang porte, la CRH va stimuler, comme on a dit, va stimuler l'antéhypophyse afin de libérer la CTH, qui est aussi un peptide de 39 acides aminés, et c'est un dérivé de la POMC. Alors cet ACTH va être libéré donc dans la circulation générale, et sera responsable de la stimulation de la libération des glycocorticoïdes par la surrénale. Voilà, CRH stimule la CTH, laquelle stimule la production des glycocorticoïdes. Alors, pour voir de près un petit peu l'organisation anatomique, comment s'organisent ces neurones à CRH dans notre hypothalamus, c'est-à-dire voir où se trouve le corps cellulaire, où se trouve la terminaison axonique du neurone à CRH. Eh bien, ici, c'est une coupe sagittale, donc en long, longitudinale du cerveau, en long. Alors ici, vous avez le noyau paraventriculaire, on a dit qu'il est antérieur, ça c'est l'hypothalamus. Ça c'est le noyau paraventriculaire. Le dorsomédian hypothalamique, le ventromédian. Vous avez le noyau arqué ici, et vous avez cette petite structure tout à fait à la base de l'hypothalamus qu'on appelle l'éminence médiane. Donc si on fait une coupe transversale passant par là, voilà ce qu'on voit. Donc voilà le noyau arqué de part et d'autre troisième ventricule, et en bas vous avez l'éminence médiane. Et vous avez ici un agrandi de cette zone de l'éminence médiane, avec ici la bordure du troisième ventricule, ici l'éminence médiane. Donc si on regarde sur le plan, sur ce plan sagittal, donc les neurones ACRH sont dans le noyau paraventriculaire, les corps cellulaires sont dans le noyau paraventriculaire, les corps cellulaires envoient leurs axones, puis leur terminaison axonique se termine dans cette éminence médiane dont je viens de parler. Voilà donc le trajet qu'emprunte le neurone ACRH. Et c'est dans l'éminence médiane où la CRH va être déversée dans le sang. Donc les neurones parvocellulaires ACRH se projettent dans l'éminence médiane et pas n'importe où dans la zone médiane, dans l'éminence médiane, ils se projettent dans la zone externe de l'éminence médiane. Puisque si on regarde la structure de près de cette éminence médiane, en fait l'éminence médiane, vous voyez, c'est une petite bande de substance grise qui se situe à la base du troisième ventricule. Voilà le troisième ventricule et voilà l'éminence médiane. Et cette petite bande de substance grise, on peut la partager en deux zones. Donc, deux zones fonctionnellement différentes. Il y a la zone interne, ZI, et la zone externe, ZE. Et c'est la zone externe, en fait, c'est dans la zone externe qu'il y aura les terminaisons axoniques des neurones ACRH. Donc, en fait, les terminaisons axoniques vont venir innerver ce que vous voyez, ces creux blancs qui sont les vaisseaux sanguins du système porte hypothalamo-hypophysaire. Donc la CRH va être déversée dans ces vaisseaux sanguins de la zone externe de l'éminence médiane. La zone interne, elle ne contient pas de vascularisation de vaisseaux sanguins donc de ce système porte.
c'est donc la zone externe de l'éminence médiane qui va recevoir les sécrétions de CRH pour qu'ils soient sécrétés dans ces vaisseaux sanguins. Alors, si on regarde de près justement cette éminence médiane, ici vous avez deux photos de coupe de cerveau, de cerveau passant par l'hypothalamus, passant par l'éminence médiane, colorée au bleu de méthylène, et où on voit ces vaisseaux sanguins. Donc, vous avez l'éminence médiane, la zone interne et la zone externe, schématiquement. Vous voyez, donc il y a la bordure du ventricule, c'est ça. Vous avez la zone interne, c'est la zone qui ne contient pas de vaisseaux sanguins, et la zone externe qui est riche en vaisseaux sanguins. La même chose, vous voyez ici, c'est encore une autre photo où on voit de près ces vaisseaux sanguins de l'éminence médiane et qui s'organisent sous forme de dentelle. C'est une espèce de dentelle qui va donc réceptionner les facteurs neuroendocrines dans la CRH. Alors voilà donc le noyau paraventriculaire, les corps cellulaires du noyau paraventriculaire, les corps cellulaires CRH vont se projeter dans la zone externe de l'éminence médiane pour déverser leur contenu. Alors là, c'est justement pour vous montrer comment on a pu démontrer que les corps cellulaires ACRH sont dans le noyau paraventriculaire et les terminaisons axoniques sont dans l'éminence médiane. Donc, grâce à l'immunohistochimie, vous avez un travail ici, réalisé par Barakat et collaborateurs, un travail paru dans le journal Neuroendocrinologie. Eh bien, l'auteur avait fait donc une immunohistochimie utilisant des anticorps anti-CRH chez le rongeur, et puis sur des coupes, donc il a fait l'immunohistochimie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc révélé par la technique indirecte d'immunoperoxydase, et on voit des corps cellulaires dans le noyau paraventriculaire qui concentrent la CRH. Et on a pu montrer justement, grâce à l'immunohistochimie, que les neurones que les corps cellulaires immunoréactifs se situent dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire, alors que le noyau magnocellulaire ne contient pas de CRH. Alors, ces corps cellulaires, on a dit, ils projettent dans la zone externe de l'éminence médiane. En effet, on a pu montrer par immunohistochimie. Alors, bien sûr, la réaction immunocytochimique, elle apparaît noire, sous forme de précipité noir. Et comme c'est des points, ça veut dire que c'est des terminaisons axoniques. Les corps cellulaires, c'est grand. Les terminaisons axoniques, sous microscope, apparaissent comme des petites varicosités, des points. Gros points. Et vous voyez que ces gros points, ces terminaisons qui concentrent la CRH, ils se concentrent au fait au niveau de ce que vous voyez ici blanc. Ça, c'est les vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins, donc ils sont groupés. Pourquoi ils apparaissent blancs? Parce qu'en fait, l'animal a été fixé, on avait chassé le sang et pour fixer le cerveau. Et donc, vous voyez les vaisseaux qui apparaissent blancs. Et la CRH se concentre donc dans les terminaisons axoniques qui bordent le vaisseau sanguin. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On a des terminaisons CRH immunoréactives. Donc, je reviens à l'appellation puisque c'est des terminaisons qui ont réagi aux anticorps anti-CRH. Il s'agit de terminaisons CRH immunoréactives qui sont collées, qui sont apposées au vaisseau porte de la zone externe de l'éminence médiane. Donc, ils sont, vous voyez, à proximité, viennent entourer à proximité des vaisseaux du système porte de la zone externe de l'éminence médiane. Bien sûr, ils sont collés à ces vaisseaux. Pourquoi? Pour y déverser leur contenu, le contenu qui est destiné, bien sûr, au lobe antérieur de l'hypophyse. Voilà. Alors, schématiquement, donc, si on considère ici ce neurone jaune comme étant le neurone ACRH, donc en fait, le corps cellulaire du neurone ACRH, il se situe dans le noyau paraventriculaire, c'est ce qu'on voit ici, et la terminaison de ce neurone ACRH, il est dans la zone externe de l'éminence médiane. Donc ici, on voit les terminaisons axoniques ACRH, ici, on voit les corps cellulaires ACRH. Pour résumer tout ça, donc, dans le noyau paraventriculaire parvocellulaire, il y a les neurones, les corps cellulaires ACRH qui vont produire de la CRH en la sécrétant, en la sécrétant au niveau de la zone externe de l'éminence médiane. La zone externe de l'éminence médiane, où il y a le système porte hypothalamo-hypophysaire, la CRH sera véhiculée vers l'antéhypophyse, où ça va stimuler les neurones ACRH qui vont produire, où ça va stimuler les cellules, ce n'est pas des neurones,
la CTH, elle est contenue dans des cellules endocrines, alors que la CRH, elle est dans des neurones, dans l'hypothalamus, dans le cerveau. La CTH, elle est contenue dans des cellules endocrines de l'anté-hypophyse. Voilà donc pour la CRH de l'hypothalamus qui joue son rôle neuroendocrine pour contrôler donc l'activité de l'axe corticotrope et la production des glucocorticoïdes. Alors en fait, on a trouvé, comme par hasard, on a trouvé qu'il y a de la CRH en dehors de l'hypothalamus. Donc bien sûr, il y a de la CRH dans l'hypothalamus au niveau du noyau paraventriculaire, mais on a pu montrer qu'il y a de la CRH en dehors de l'hypothalamus. En particulier, dans une structure de ce qu'on appelle le système limbique. Vous avez sans doute entendu parler de système limbique dans l'anatomie du cerveau. Donc, ce système limbique, en fait, il a un rôle important dans tout ce qui est édification des comportements émotionnels, dans l'apprentissage, la mémoire. Alors, parmi les structures de ce système limbique, on trouve un noyau qu'on appelle l'amygdale. Alors, cette amygdale sur une coupe transversale passant par l'hypothalamus, par l'hippocampe, le thalamus, le cortex, vous voyez ici un noyau globuleux, rond, qu'on appelle l'amygdale. Et cette amygdale, justement, elle joue important dans tout ce qui est orchestration des réponses émotives, c'est-à-dire l'édification des réponses émotionnelles. Et on a vu, donc on a pu montrer que la CRH ou le CRF est exprimé dans cette amygdale. Alors, en fait, il n'y a pas que la CRH. On a pu montrer que dans ce noyau amygdalien, qui, vous voyez, c'est un noyau qui est tout à fait basal par rapport au cortex. Alors, plusieurs neuropeptides sont présents dans cette amygdale en particulier centrale, parce qu'il y a d'autres subdivisions de l'amygdale. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme neuropeptides dans l'amygdale centrale? Bien sûr, en plus de la CRH, dont j'ai parlé tout à l'heure, on trouve d'autres neuropeptides, neurotensine, somatostatine, encéphaline, substance P, qui sont concentrés soit dans des corps cellulaires, c'est-à-dire des péricardions, ou dans des terminaisons nerveuses, avec d'autres neuropeptides comme le CGRP, le VIP et la CCK. Alors, on s'est posé la question, à quoi sert cette CRH qui est dans l'amygdale? Sachant que l'amygdale intervient dans tout ce qui est réponse émotionnelle et aussi dans tout ce qui est apprentissage et mémorisation. Donc, une expérimentation animale a été effectuée dans ce sens. Je vais vous citer ce joli travail paru dans un grand journal médical, biomédical, le PNAS. Donc, les auteurs voulaient savoir le rôle de la CRH, si la CRH bouge, si elle subit une fluctuation, s'il y a une plasticité de l'expression de la CRH, donc s'il y a une plasticité dans l'activité des neurones à CRH, par exemple par rapport au stress, puisqu'on sait que la CRH, dans l'hypothalamus, elle est impliquée dans la réponse au stress. Donc là, bien sûr, donc on a fait de la même manière comme pour l'hypothalamus. Donc les auteurs ont constitué deux groupes d'animaux, un groupe d'animaux contrôle qui n'ont rien subi et un groupe d'animaux stressés. Donc ils ont subi un stress, par exemple là, le stress qui a été utilisé, c'est un choc électrique délivré chez l'animal. Et le choc électrique, on a dit que c'est un stress neurogénique qui va provoquer l'activation du moins de l'axe corticotrope, donc active les neurones ACRH. Et donc après stress, on a fait l'immunohistochimie, on a réalisé, donc on a sacrifié, tué les animaux, on a fait des coupes transversaux et on a fait une réaction CRH au niveau de la région de l'amygdale. Et après, on a observé, donc là vous avez, on a utilisé une immunoperoxydase avec le précipité, la diaminobésidine, et vous voyez le précipité de la peroxydase qui apparaît marron. Alors, si on compare les deux immunoréactions, la réaction CRH chez l'animal stressé par rapport au contrôle, qu'est-ce que vous pouvez voir? Déjà, ce qui saute à l'œil, c'est que ici, le noyau apparaît plus coloré. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de corps cellulaires que vous voyez ici. Les gros points marrons que vous voyez, c'est les corps cellulaires ACRH. Là, vous en voyez moins dans l'amygdale centrale. Alors, regardez un noyau à côté, toujours de l'amygdale, le noyau basolatéral. Regardez chez le contrôle, il n'y a pas de CRH, alors que chez le stressé, on voit l'apparition de corps cellulaires, de neurones CRH immunoréactifs. D'accord? Donc, ça veut dire que il y a eu stimulation de l'expression de la CRH chez l'animal stressé dans le noyau amygdalien par rapport au contrôle. Donc, l'immunoréactivité CRH dans l'amygdale centrale de rat stressé est augmentée dans le cas C, la photo C, comparativement au contrôle, la photo D.
Donc, il y a plus de neurones CRH immunoréactifs chez le rat stressé. Alors, si la CRH est exprimée d'une manière plus importante chez le rat stressé, c'est qu'elle doit, bien sûr, agir aussi, intervenir dans les processus adaptatifs au stress. Alors, par la suite, vous voyez qu'avec l'immunohistochimie, on a pu montrer que le système est stimulé donc, sur le plan fonctionnel suite au stress. Après, il y a eu d'autres expérimentations qui ont été faites avec d'autres outils techniques autres que l'immunohistochimie et on a pu démontrer justement que cette CRH qui apparaît, qui s'exprime dans l'amygdale, elle joue un rôle important dans les réponses comportementales au stress. Donc la CRH dans l'amygdale active les réponses comportementales au stress. Et ces réponses comportementales dont j'ai déjà parlé, par exemple, quand on est stressé, on lutte, on cherche à fuir, on devient anxieux, donc une réponse émotionnelle qui s'exprime l'anxiété, on devient plus vigilant, donc on fait plus attention à notre environnement, accroissement de la vigilance, et puis tout ce qui est apprentissage et mémoire, c'est-à-dire on peut mémoriser, si c'est un stress qui nous a marqué, on va le stocker dans notre mémoire. Donc, cette CRH intervient dans la mémorisation de ce processus ou du stress en question. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, donc en fait, un stress environnemental retentit sur notre cerveau, bien entendu, en déclenchant deux types d'activation, deux types de réactions. Une première activation, une activation dite neuroendocrinienne. On a vu la CRH qui s'exprime, qui est activée dans l'hypothalamus. Donc ici, la CRH agit en tant que facteur neuroendocrine, hypophysiotrope puisqu'il va agir sur la CTH et sur laquelle agit sur les glucocorticoïdes. Donc il agit en tant que facteur neuroendocrine libéré dans le sang. Et ce stress va provoquer également une activation comportementale qui fait intervenir l'amygdale et la CRH qui est exprimée dans l'amygdale. Donc là, la CRH n'agit pas en tant que facteur neuroendocrine, mais elle va agir en tant que transmetteur pour déclencher toutes les réponses comportementales et émotionnelles et aussi dans tout ce qui est processus d'apprentissage et de mémoire. Donc vous voyez la même molécule, la CRH, et qui agit dans deux processus, dans deux mécanismes neurobiologiques différents. Donc, bien sûr, ces activations seront à l'origine de l'adaptation de l'organisme par rapport à ce stress environnemental pour essayer de rétablir l'équilibre interne de l'individu ou de l'animal, ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, ici, vous avez vous avez encore les différents acteurs, ça vous résume encore les différents acteurs de l'axe corticotrope. Donc, il y a les régions supérieures du cerveau sensibles au stress, vont envoyer un influx activateur vers l'hypothalamus qui produit la CRH. La CRH active au niveau hypophysaire la production de la CDH. La CDH va agir au niveau du cortex surrénalien pour produire des glucocorticoïdes ou corticostéroïdes qui vont agir de différentes manières en agissant principalement au niveau d'organes cibles qui sont les muscles et le foie. Donc en fait, les glucocorticoïdes ont différentes actions et ici on vous décrit les différentes actions, les principales actions des glucocorticoïdes. Alors, il y a bien sûr, on a dit que les glucocorticoïdes, chez un individu stressé, on a besoin d'énormément d'énergie. Donc, ils vont permettre de mobiliser l'énergie nécessaire pour assurer l'effort adaptatif. Donc, mobilisation énergétique avec augmentation de la lipolyse, de la glycémie et du catabolisme protéique. Et c'est bien sûr ces actions déclenchées, cette mobilisation énergétique assurée par les glucocorticoïdes, eh bien, en fait, c'est des réactions retardées à l'agent stressant par rapport à la réaction, on a dit, immédiate des catécholamines. Donc, les glucocorticoïdes sont responsables des réactions retardées à l'agent stressant et ils viennent en fait prendre la relève des catécholamines. Donc, ils viennent relayer et amplifier au niveau énergétique l'action des catécholamines qui sont responsables de la plupart des réactions immédiates au stress. Donc, on a des réactions immédiates liées aux catécholamines et on a des réactions retardées liées aux glucocorticoïdes qui viennent prendre la relève et qui vont même amplifier
l'action des catécholamines en termes de mobilisation énergétique. Donc ça, c'est la première action majeure des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes exercent aussi une action immunosuppressive, c'est-à-dire ils inhibent le système immunitaire. Ils ont aussi une action anti-inflammatoire. Il faut savoir que le stress, en fait, il peut déclencher, le stress répétitif peut déclencher des processus inflammatoires au niveau d'organes précis. Eh bien, les glucocorticoïdes, eux, ils vont venir contrecarrer cette inflammation en exerçant une action anti-inflammatoire. Ils ont aussi une action sur le système nerveux central, en particulier la rétroaction pour réguler leur propre sécrétion. Alors, les glucocorticoïdes, pour exercer leurs actions, bien sûr, ils doivent agir par l'intermédiaire de récepteurs. Donc, on a étudié ces récepteurs et leur façon et la façon d'agir des glucocorticoïdes. Et vous avez sans doute vu dans le mécanisme des hormones en S4 que les glucocorticoïdes surrénaliens sont en fait des hormones stéroïdes qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui peuvent franchir la membrane cellulaire et bien entendu leurs récepteurs sont dans la cellule, sont intracellulaires. Alors comment agissent ces glucocorticoïdes? Eh bien ils vont exercer leurs effets sur les différents tissus cibles par l'intermédiaire de deux types de récepteurs. Donc ils vont agir sur les tissus cibles via leur liaison à deux types de récepteurs. Alors ces récepteurs, on les connaît, c'est des récepteurs, il y a le type 1, c'est le récepteur au minéralocorticoïdes, c'est le type 1, on les désigne par MR. En fait, ce sont aussi les récepteurs à l'aldostérone. Et on trouve les récepteurs aux glucocorticoïdes, c'est le type 2, c'est le récepteur GR. Donc deux types de récepteurs aux glucocorticoïdes. Alors ces effets, les effets des glucocorticoïdes sont des effets essentiellement génomiques, puisqu'ils agissent essentiellement au niveau transcriptionnel, donc sur la transcription des gènes. Donc, ils agissent au niveau transcriptionnel, c'est-à-dire au niveau de l'ADN, et au niveau post-transcriptionnel, c'est-à-dire au niveau de l'ARN messager. Et justement, on a pu établir la carte ou la répartition, comment se répartissent, comment ils apparaissent, comment ils se répartissent dans notre cerveau, ces glucocorticoïdes, et par immunohistochimie et hybridation in situ, technique que vous connaissez maintenant, on a pu montrer que les récepteurs aux glucocorticoïdes sont exprimés, sont à peu près sont exprimés dans tout le cerveau pratiquement, aussi bien dans les neurones que dans les cellules gliales, mais en particulier dans le système limbique, c'est-à-dire hippocampe et amygdale, etc., et dans l'hypothalamus. Donc, on trouve des récepteurs aux glucocorticoïdes dans beaucoup de structures cérébrales, en particulier dans le système limbique et dans l'hypothalamus. D'accord? Alors, donc, ces glucocorticoïdes qui sont présents, ces récepteurs aux glucocorticoïdes qui sont présents dans notre cerveau, ils permettent donc aux glucocorticoïdes d'agir sur le cerveau. Bien sûr, ça se fait via des récepteurs. Et ces glucocorticoïdes, donc, puisqu'il y a des récepteurs dans le cerveau, ça veut dire que les glucocorticoïdes rétroagissent sur le cerveau au niveau de différentes structures. Pourquoi ils rétroagissent? Bien sûr, on a montré, on va le voir tout à l'heure, que la rétroaction, c'est une rétroaction négative. Alors, en fait, les glucocorticoïdes exercent cette rétroaction, c'est pour contrôler leur propre niveau de sécrétion et prévenir d'éventuelles surproductions de ces hormones stéroïdiennes. Pourquoi? Parce que de fortes doses de glucocorticoïdes dans le sang, euh, d'une manière prolongée, ça peut provoquer des effets néfastes. Donc l'effet peut être délétère, vraiment négatif pour l'organisme, à l'origine par exemple d'une hypertension, une immunosuppression, puisque les glucocorticoïdes ont un effet immunosuppresseur, ça peut enclencher une ostéoporose, des désordres cérébraux type cognitifs, comportementaux. Donc là, ils vont réguler, lorsqu'ils sont produits au-delà de leur niveau moyen auquel ils doivent être dans le sang, eh bien, ils vont alerter, ces glucocorticoïdes vont venir agir au niveau des différentes structures en se fixant sur le récepteur spécifique pour inhiber l'activité de ces structures cérébrales, inhiber la production de la CRH, de la CTH, et donc inhiber la production de glucocorticoïdes. Alors, par hybridation in situ, on peut voir un petit peu, on a pu justement situer ces récepteurs dans une coupe transversale ici du cerveau de cobaye. Donc, on a fait une hybridation in situ utilisant une sonde qui reconnaît le transcrit
du récepteur au glucocorticoïde, le récepteur GR, récepteur type 2. Et on a pu montrer par hybridation in situ que le transcrit du récepteur se concentre dans différentes structures, en particulier dans l'hippocampe, dans la corne d'Amman et dans le gyrus denté, vous voyez ici. Dans le noyau paraventriculaire, vous avez un fort signal qui apparaît sous forme de fausses couleurs. Donc, vous avez différentes couleurs. Le signal le plus fort, il est rouge. Il y a des signaux moins importants dans les tons jaune, orange. Nous avons aussi des récepteurs glucocorticoïdes dans le noyau amygdalien, voilà, dans le noyau paraventriculaire et dans l'hippocampe. Alors, bien entendu, cette action négative des glucocorticoïdes sur la production, en particulier de la CRH, elle a été démontrée. Donc, l'action ne veut pas dire une action fortement négative. Il fallait démontrer que c'est une action négative et non pas une action positive. Alors là, vous avez une expérimentation d'un travail qui est paru dans Brain Research, qui vous montre justement que les glucocorticoïdes exercent une régulation négative sur l'activité des neurones ACRH, c'est-à-dire sur l'expression génique de la CRH. Donc là, encore par hybridation in situ, en visualisant l'ARN messager de la CRH, on a pu voir dans quel sens ce transcrit est exprimé dans une situation expérimentale donnée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette situation expérimentale que ces auteurs ont adoptée? Eh bien, ils ont constitué 3 types d'animaux. Des animaux contrôle, qui n'ont rien subi, des animaux chez lesquels on a fait une surrénalectomie, des rats surrénalectomisés, c'est-à-dire on a fait une ablation de la surrénale. Ablation, ça veut dire on a détruit la surrénale. Alors pourquoi? Voilà, donc la surrénale, on a détruit la surrénale pour qu'il n'y ait plus de corticoïdes circulants et pour voir comment ces neurones ACRH vont se comporter lorsqu'il n'y a plus de glucocorticoïdes. Est-ce qu'ils vont être activés ou au contraire, ils vont être inhibés? Alors voilà donc le deuxième lot d'animaux surrénalectomisés. Il y a un troisième lot qui a été surrénalectomisé, sans surrénale, mais chez lesquels on a introduit un implant de corticostérone. Ils ont eu la corticostérone exogène. Ils ont été administrés corticostérone pharmacologiquement. Alors après, donc on a sacrifié ces animaux, les 3 lots d'animaux. On a fait des coupes passant par l'hypothalamus, par le noyau paraventriculaire, et on a fait une hybridation in situ, utilisant une sonde qui va reconnaître le transcrit de la CRH. Alors après, on a fait bien sûr une autoradiographie pour révéler la radioactivité. Vous savez maintenant ce que c'est, une autoradiographie sur film. Donc, on a superposé un film photo aux lames qui contiennent les hybrides ADN-ARN et on a révélé cette radioactivité sur le film. Alors, si on compare le signal d'hybridation in situ, donc là, en fait, ça reflète vous avez plusieurs encadrés de haut en bas. En fait, c'est des coupes successives de l'hypothalamus passant par le noyau paraventriculaire chez le contrôle. Ici, c'est des coupes successives de coupes de noyau paraventriculaire chez le surrénalectomisé. Ici, c'est des coupes successives de l'antérieur vers le postérieur du noyau paraventriculaire chez le surrénalectomisé et implanté corticostérone. Alors, si on compare le signal d'hybridation in situ, qu'est-ce qu'on constate? Voilà le taux d'expression chez le contrôle. Regardez le temps d'expression chez le surrénalectomisé. On a une plus forte expression du taux de transcrit de la CRH. Ça veut dire que j'ai plus d'ARN messager chez le surrénalectomisé. D'accord? Alors, ça veut dire que lorsque j'ai enlevé les glucocorticoïdes sanguins, la CRH apparaît plus dans le noyau paraventriculaire. Ça veut dire que les glucocorticoïdes à l'état normal exercent un effet inhibiteur, une rétroaction négative sur les neurones ACRH. Chez le lot qui n'a pas de surrénale, mais qui a subi un implant, eh bien, on constate qu'on a un signal qui est tout à fait comparable au contrôle. Ça veut dire que la corticostérone a inhibé l'expression, elle a inhibé partiellement l'expression par rapport à ce cas. Donc là, je retrouve en fait l'état contrôle, l'état normal lorsque je fais la double manœuvre sur une alectomie plus implant. Alors ceci, ça a été quantifié. Donc on montre bien que l'expression, que le signal d'hybridation in situ, que le taux d'expression chez le surrénalectomisé
il est plus fort, donc il est augmenté par rapport au contrôle, et c'est une augmentation qui est significative, puisque vous voyez des étoiles. Lorsque je fais la surrénalectomie plus l'implant, eh bien, ça rediminue et je vais me retrouver à des concentrations contrôle. Mais en fait, vous voyez qu'il y a même une petite diminution qui est significative. Donc, une seule étoile, là, elle est plus significative, c'est 2 étoiles. Là, une petite diminution significative par rapport au contrôle. Alors, ça veut dire tout simplement que le taux de corticostérone que j'ai administré, en fait, il ne rétablit pas tout à fait le taux, le signal, le taux de CRH chez le contrôle. Donc, c'est juste une question de concentration de dose de corticostérone circulant. D'accord? Ça veut dire qu'ici, il y a un petit peu plus de corticostérone circulante par rapport à ici. Donc, ça prouve que les glucocorticoïdes exercent une rétroaction négative, sur l'expression génique de la CRH et donc sur l'activité des neurones ACRH du noyau paraventriculaire hypothalamique.